Pour cette rentrée, on n'a jamais été aussi déterminés. Nous allons relever une mission quasi impossible. Un truc qu'on n'a encore jamais fait. Michel, tu peux ouvrir le coffre, s'il te plaît? Nous devons refaire toute la déco de la maison Cash. C'est notre résolution pour la nouvelle année. Pas le choix. On est bon pour se coltiner des dizaines de cartons. Fini les murs tout gris. Le lino pas beau. On a choisi un matériau naturel, le bois. Ben oui, avec du bois, c'est tout de suite plus chaud, plus écolo. On en met du sol au plafond. Pour ne rien vous cacher, on n'a pas eu à chercher bien loin. Du bois, il y en a partout, plus ou moins transformé. En latte, dans le parquet. En particules minuscules dans la commode. En pâte à papier dans le papier peint. Ou dans les meubles en carton. Et même en fibre dans le textile. Allez, un dernier coup de collier. Ah, on a bien bossé. On peut souffler maintenant. On sentirait presque la forêt respirer. Voilà notre maison, en parfaite harmonie avec la nature. Seulement, au risque de tout gâcher, il faut qu'on vous dise. Dans le monde, le trafic de bois, c'est 11 milliards de dollars. Presque autant que la production de drogue. Sur la planète, 15 à 30% du bois vendu serait d'origine illégale, coupé sans permis ou dans des zones interdites. Alors les promesses qu'on vous fait quand vous achetez du bois, bien souvent, c'est de la flûte. On a mené l'enquête chez le numéro 1 mondial de l'ameublement, Ikea. Le paradis du meuble en kit. Avec sa chaîne de sous-traitants très secrète. Fagou, c'est du hêtre? Il y en a, ils sont énormes. Pourquoi vous êtes venu ici? Vous n'avez qu'à aller demander à notre client Chronospan. On est curieux. Juste curieux. Des entreprises aux méthodes parfois bien éloignées des engagements du mastodonte suédois pour un monde plus vert et plus durable. Des milliers d'arbres ont été coupés dans cette vallée. La forêt est perdue pour toujours. Du vert, du durable, c'est aussi ce que promettent les labels forestiers. Vous trouvez leur logo partout sur les produits à base de bois, le papier, les cartons d'emballage. Ces deux arbres entourés d'un rond, c'est le leader mondial de la certification forestière, le PEFC. On l'a testé pour vous. Vous savez ce qu'ils vont se dire, les consommateurs? Ils vont se dire... C'est du pipeau. Enfin, Cash vous révèle les pratiques du numéro 2 mondial du papier, APP. Un géant indonésien qui a transformé ses forêts en bombes incendiaires. Quand ces plantations brûlent, des millions d'habitants s'asphyxient. Hussein a cessé de respirer un mardi soir. Je ne suis pas en colère, je me sens perdue. Mais rassurez-vous, pour verdir son image, la multinationale s'est payée les services d'un écolo français, l'ancien numéro 2 de Greenpeace. Bonjour, monsieur Rebelle, Élise Lucet, Cash Investigation. Vous ne m'ôterez pas de l'esprit que faire travailler l'ex-numéro 2 de Greenpeace quand on a des problèmes avec l'environnement, c'est stratégique. Des forêts françaises aux plantations indonésiennes, de la Roumanie à la Suède, Cash vous emmène dans les bois pour voir si le loup y est. Notre première piste d'enquête, on l'a trouvée assez vite. En fait, elle est là, sous nos yeux. Ikea, le plus gros consommateur de bois commercial sur la planète. 16 millions de mètres cubes tronçonnés chaque année. Chez Ikea, on est écolo. Des amis de la nature. Des vrais.
Ils le revendiquent dans leurs vidéos. Our size means that we have a great responsibility. All wood in our products is legally logged and doesn't have a negative impact on the environment. IKEA has more than 20... Du bois garanti 100% durable, 100% légal et surtout entièrement traçable, du meuble jusqu'à la forêt d'origine. All IKEA suppliers shall produce reports about wood species, wood origin, which is used in IKEA articles. Apparemment, pas une tache sur la brillance de cette commode, la Brimness. Celle-là, on l'a choisie parce qu'au moins on arrive à prononcer son nom. C'est pas comme la Knutstorp. Bref, un début d'enquête simple comme un coup de fil au service client. Bonjour et bienvenue au centre de relations clients IKEA. Enfin, c'est ce qu'on croyait. Oui, bonjour mademoiselle, je vous appelle. J'ai acheté une commode de Brimness 2 tiroirs. Et donc, je voulais savoir d'où provenait le bois, en fait, parce que moi, je suis un peu... La provenance, enfin, on est bien d'accord, c'est le pays. Hein, oui, le pays, et puis savoir aussi de quelle forêt aussi, quoi. En fait, j'ai envie d'acheter responsable. Oui. Une question, et là, tout d'un coup, le vert horizon d'IKEA s'obscurcit. J'ai eu ma collègue qui s'occupe de tout ce qui est info sur les produits. Oui. Là, elle n'aura pas cette information-là aujourd'hui tout de suite. Ah. Et on vous répondra directement par mail, en fait. D'accord. Mon mail, c'est elise.lucet, L-U-C-E-T. Oui, tout collé, hein. Ouais, tout collé. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir, madame. Au revoir. Le mail, on va le recevoir. Mais, comment vous dire ? Bonjour, Élise Lucet. Nous ne sommes pas en mesure de vous communiquer le nom de nos fournisseurs, car ce type d'information est confidentiel. On s'attendait à plus de transparence. Alors pour la suite, il va falloir se contenter des infos sur l'étiquette. Un numéro, 19743. Et une mention en minuscule, Made in Romania, fabriqué en Roumanie. La Roumanie, vous connaissez ? Ce soir, France 2 vous propose un numéro inédit du magazine Des Racines et des Branches. À 1500 km de la France, les forêts de Roumanie. Un sanctuaire de 7 millions d'hectares qui abrite en son cœur un patrimoine naturel exceptionnel, comme les hêtres centenaires de Transylvanie, les Picéas des Carpates ou l'Ursus arctos arctos, communément appelé l'ours brun. Vous en avez bien profité? Tant mieux. Parce que la Roumanie, c'est aussi ça. Une industrie du bois qui fait des ravages et défigure le paysage. Une industrie qui engloutit les forêts et les promesses d'une nature préservée. Vous savez quoi? 6% du bois consommé chaque année par IKEA vient d'ici. Alors, vert et sans reproche, le géant suédois. 100% durable, le roi des meubles en kit. On monte dans le train pour remonter la chaîne de fabrication de cette commode made in Roumanie. Dit comme ça a l'air facile. Et au début, ça a été facile. Nous tapons le nom du meuble, Brimness et Romania, dans un moteur de recherche. Et nous tombons sur le site d'une entreprise roumaine, Ecolor. Avec un joli clip de promo. Chez Ecolor, les machines et les hommes caressent le bois. On y fabrique des meubles à partir de ces immenses panneaux en particules de bois, qu'ensuite on découpe, perfore, emboîte et emballe. Regardez bien ces cartons.
ça ressemble à ceux d'IKEA. Pour le moment, c'est notre seule piste. Welcome to Cluj-Napoca. Terminus, Cluj-Napoca. Et direction la zone industrielle. Dans ce bâtiment interminable, sans fenêtre, le siège d'Ecolor. Le parking est à l'arrière de l'usine. Ah, c'est là? Oui. Pour savoir si la commode en kit sort bien d'ici, on y va avec une planche du meuble sous le bras. Une petite étiquette. Bremnes, made in Roumanie. Je voudrais savoir si c'est... En approchant du quai de chargement, Emmanuel, notre caméraman, repère des colis. Ça, c'est du Ikea. Des colis avec une étiquette Ikea. Dessus, il y a ce numéro à 5 chiffres. Tu vois le petit numéro sur l'étiquette 19743. 19743, souvenez-vous, ce numéro était inscrit sur l'étiquette de la Bremnes. Il s'agit d'un code réservé aux fabricants. Ça veut dire que notre meuble, il vient bien de chez Ecolor, c'est le même numéro. Première confirmation. Tâchons d'en savoir plus à l'intérieur, avec une caméra plus discrète. Derrière la porte, c'est la caverne d'IKEA. Oula, il y a des gens. On nous demande de patienter à la cafétéria, sur la mezzanine. Merci. C'est parfait pour faire des images. Il n'y a que du IKEA. Rangés par région de livraison, des milliers de cartons prêts à être expédiés. Et en contrebas, à droite, les colis qui contiennent la Bremnes. C'est notre commode, la Bremnes. Tiens, un responsable de l'usine. En plus, il parle français. France 2. Concernant les photos, c'est interdit. Ah, c'est interdit, pourquoi? Ouais, c'est la règle interne. C'est parce qu'il y a beaucoup de Ikea. C'est ici que c'est fabriqué, ça? Oui, je suis à Bremnes, c'est la gamme que nous avons produite. Ouais. On peut quand même avoir un petit tour de l'usine ou pas? Pas sans accord. D'accord. Sans accord du patron, pas possible non plus d'avoir des infos sur l'origine des panneaux de bois utilisés par Ecolor. Mais la chance va nous sourire quelques kilomètres plus loin. Disons que l'on se promenait dans les bois et qu'elle est apparue, comme par magie, dans une nuée de feuilles. Oui, la commode Bremnes. Avec, miracle, dans le tiroir du haut, une liasse de documents confidentiels. 99 pages sorties des fichiers du fisc roumain. Toutes les transactions du fabricant Ecolor en 2014. Côté vente, du Ikea, rien que du Ikea. Et surtout du Ikea France, le plus gros client d'Ecolor. Plus loin, bingo, la liste de ses fournisseurs. Le principal s'appelle Kronospan. Il lui a fourni 57% de sa matière première. Et Kronospan n'est pas n'importe qui. C'est le numéro 1 mondial du panneau en fibres et particules de bois. Un gros consommateur, comme Ikea. Tout aussi responsable. C'est écrit sur son site internet. Au lieu de dévorer de belles forêts, Kronospan promet d'utiliser la ressource dont personne ne veut. Des résidus de bois de mauvaise qualité. Des troncs de petit diamètre et du bois recyclé. Un industriel aussi vertueux, ça mérite le détour, au centre de la Roumanie. Sebeș. Modeste bourgade de 25 000 âmes, une vache, 2 poussettes, 2 chevaux, et dominant les toits, l'usine Kronospan. Avec ses cheminées monumentales et ses énormes tas de sciures. Ici, l'industriel ne fabrique que des panneaux de fibres et des panneaux de particules. Alors autant vous dire qu'il en faut du bois de mauvaise qualité.
1 600 000 tonnes par an, précisément. 3 tonnes à la minute. Kronospan a refusé toutes nos demandes de tournage. Mais nous réussissons à approcher la zone de livraison. Devant nous, un camion va franchir l'entrée. Son chargement, pas des déchets ou de petits bois, non. De beaux troncs, du massif. Pas vraiment l'engagement durable que promettait Kronospan sur son site. Vous vous rappelez? Nous utilisons des résidus de bois de mauvaise qualité, des troncs de petit diamètre et du bois recyclé. Ce camion peut entrer dans l'usine, mais nous toujours pas. Alors nous traînons dans les environs, à la recherche d'autres cargaisons. À peine sorti de ces bêches, un nouveau chargement, encore plus imposant. Est-ce que vous avez vu la taille de ces troncs ou pas? Bonsoir. D'où vient ce chargement de grands troncs? De la forêt, c'est notre patron qui les achète. Et le chargement par où? Chez Kronospan. Il va ce soir à la Kronospan? Le chargement va être livré ce soir à Kronospan? Oui. C'est du hêtre? Du hêtre, hein? Oui. Du hêtre. À vue d'œil, il dépasse cette fois un bon mètre de diamètre. Il y en a qui sont énormes. Il y en a un, il est large comme ça. Quel âge avaient ces arbres? Ils avaient 100, 200 ans. 100 ans, 200 ans? Oui. La franchise des ouvriers? Nos questions trop insistantes? Un chef d'équipe énervé intervient. Lui, il travaille ici? Pourquoi vous êtes venu ici? Vous avez qu'à aller demander à Kronospan. Pourquoi vous n'allez pas poser vos questions à Kronospan? Qu'est-ce qu'il dit? On est curieux. On est juste curieux. Curieux, mais pas que. À ce stade, on a surtout la vague impression de se faire rouler dans la sciure. Bye bye. Récapitulons, à l'envers. En France, on a acheté une commode chez Ikea, rassuré par la promesse d'un bois durable et contrôlé par le géant suédois. Cette commode, elle est composée de panneaux de bois assemblés en amont par Ecolor. Ces panneaux sont faits de sciure transformée par Kronospan qui, contrairement à ses engagements, utiliserait du beau bois massif. Dans les commodes Ikea que nous achetons en France, il y aurait donc de magnifiques hêtres centenaires. Nous avons adressé nos questions à Kronospan. Elles sont restées sans réponse. Silence dans la vallée, alors prenons un peu de hauteur. Direction les sommets et des contrées un peu magiques. Les forêts vierges de Transylvanie. C'est comme en Amazonie, sauf qu'il n'y a pas d'Indiens et qu'il y fait plus froid. 10 000 ans qu'elles poussent ici, à l'écart des activités humaines. Regardez-les bien, parce qu'elles sont en voie de disparition, ces forêts vierges. Elles ne s'étendraient plus que sur un petit pourcent du territoire roumain. Alors pour les sauver, le WWF, l'Association de protection de l'environnement, se mobilise. Avec le soutien revendiqué, devinez de qui? Ikea. Dans ses bilans développement durable, le groupe suédois ne se prive pas de le rappeler en gros et en gras. Ikea travaille avec le WWF pour protéger les forêts vierges en Roumanie. Alors, si on vous explique qu'un bout de ces forêts qu'Ikea veut protéger aurait pu terminer dans ces meubles, vous vous dites, il y a comme un hic chez Ikea. Suivez-nous, dans les monts Tarku, à 1300 mètres d'altitude. Notre guide est un activiste très connu en Roumanie, Gabi Paun, le directeur d'Edge & Green, une ONG qui se bat pour préserver ce patrimoine forestier de l'appétit des géants du bois. Devant nous, on commence à voir la vallée d'Olteana. Et au milieu, il y a une zone de forêt vierge.
À l'intérieur, on ne devrait voir absolument aucune intervention humaine. Depuis 10 ans, les autorités roumaines dressent l'inventaire de ces forêts vierges. À terme, elles devraient être totalement protégées. Vous voyez ces petits points blancs? Ce sont nos dernières forêts vierges. Et nous, là, on est dans l'une de ces forêts vierges? On est en plein dedans. En gros plan, on est ici. Cette zone en blanc, c'est donc une forêt vierge de 118 hectares. Enfin, ça l'était jusqu'à récemment. En descendant, nous découvrons que des bûcherons sont passés par là. Oh. Partout, des souches qui pourrissent. Du hêtre exclusivement, l'essence la plus noble de ces forêts des Carpates. Des milliers d'arbres ont été coupés dans cette vallée. Ça remonte jusqu'au niveau des alpages. Cette forêt vierge est perdue pour toujours. Et le plus triste, c'est que ça se passe comme ça, partout dans le pays. Dès que les exploitants ont su que ces forêts vierges allaient être protégées, ils se sont rués dessus et les ont détruites. On estime qu'on a perdu la moitié de ces forêts vierges ces 10 dernières années. Là, vous vous dites, 1, c'est ballot. 2, qui a bien pu couper dans cette zone? 3, il est où le lien avec Ikea? Il arrive, le lien avec Ikea. Encore un peu de patience. En suivant la piste forestière, nous tombons sur une roulotte. It's a roulotte. Bien vu, Manu. Notre caméraman qui parle si bien English. Oui, c'est une roulotte. Celle des bûcherons du coin. Bonjour. Bonjour. Vous vivez ici? Oui. C'est quelle entreprise? Vous trouverez le siège au village au bout de la route. Merci beaucoup. Au revoir. Allez, on se dépêche, parce que le lien avec Ikea, vous l'attendez toujours. 30 km de route et au bout, une scierie. Le patron des bûcherons, c'est ce monsieur qu'on aborde gentiment. Bonsoir. Bonsoir. Avec une caméra discrète. C'est bien votre société qui a travaillé à Olteana? Oui, c'était nous. Qui sont vos clients? On a des clients dans le coin et on vend aussi à Kronospan. Kronospan, vous vous souvenez? Le fabricant de panneaux de particules, le sous-traitant d'Ikea. Et le patron va nous faire une confidence. Kronospan, eux, ce qui les intéresse, c'est le lot de bois. Il leur faut des troncs entre 1 mètre et 4 mètres, c'est tout. Donc ils ne vous demandent jamais de quelle forêt le bois provient? Non, personne ne demande ça. Bah oui, ma petite dame, c'est bien connu. Moins j'en demande, et mieux je me porte. Voilà, un meuble made in Roumanie. C'est un peu comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais complètement sur quoi on va tomber. Ouais, parfois ça surprend. Justement. On va pouvoir voir de quel bois se chauffe Ikea sur nos découvertes roumaines. Après 4 mois de négociations, nous décrochons un laissez-passer exceptionnel pour le siège de la multinationale. Direction les campagnes de Suède. Et c'est pas la forêt à côté. Transit via le Danemark, puis traversée entre mer du Nord et Baltique. Hello. À la frontière, Something like 7. les douaniers sont en jaune et bleu. Normal. Ils sont aux couleurs d'Ikea et du drapeau suédois, le pays où est née l'entreprise il y a 73 ans. Ah, on n'est pas mécontent de traverser enfin des forêts intactes, avec de vieux arbres encore debout. Au bout de la route, Ikea Land, la petite ville d'Almult, 15 000 habitants.
Ici, un tiers de la population travaille pour le mastodonte de l'ameublement. À droite, le labo de test maison. Plus loin, le siège, suivi de la filiale distribution. Nous, on a rendez-vous 3e sortie, après l'hôtel Ikea, au centre de la ville, au musée Ikea, Ya. Pour accueillir Élise, une autre Élise, envoyée spéciale du service de communication français. On va vous montrer. Et sinon, les bureaux Ikea, ils sont comment? Les bureaux Ikea, ils sont complètement de l'autre côté. Il y a beaucoup trop de passages et... C'est secret défense. Non, en tout cas, c'est pas ce qui avait été convenu. Alors, en attendant le directeur, que notre Élise doit interviewer, on s'offre un petit tour du musée. Du Ikea qui brille, version 60s, derrière le bureau du fondateur. C'est pas un bureau Ikea, hein. Les chefs-d'œuvre de l'art Ikea, au choix, la clé de montage ou la boulette de viande. Il y a même un genre de Ikea maton pour poser dans la fausse cuisine en une du nouveau catalogue. Alors on en profite pour leur laisser un petit souvenir. Attention, vous êtes prêts ? Puis un deuxième, avec toute l'équipe. Au centre du musée, la petite encyclopédie des bois utilisée par Ikea. Mais on a beau chercher, rien sur sa filière roumaine. Heureusement, au sous-sol, on va pouvoir parler de la commode Brimnes avec le spécialiste maison, Mikhail Tarasov, le monsieur Forêt de la multinationale. Un homme pressé. Bien, je dois partir au plus tard 2 minutes avant 11h. 5 minutes après 11h. Ok, on y va. Bon, faut envoyer du bois. Vous êtes parmi les plus gros consommateurs de bois au monde. Le premier même. Est-ce que vous en êtes fier? Oui, absolument, bien sûr. Mais notre taille signifie aussi que nous avons une responsabilité. C'est pourquoi nous accordons une attention particulière aux forêts et à la façon dont nos meubles sont produits. Puisque vous parlez de votre responsabilité, parlons de la Roumanie. Qu'est-ce que vous pensez des forêts roumaines? Je trouve qu'elles sont fantastiques, vraiment très belles. Que diriez-vous du bois en provenance des forêts roumaines et d'IKEA? C'est une relation solide? Solide comme un chêne ou solide comme un être? Nous partageons une longue histoire commerciale avec la Roumanie et elle ne cesse de se développer. Elle se développe? Vous êtes d'accord? Cette commode Brimnes est assemblée par Ecolor, dont le principal fournisseur en panneaux de bois est Kronospan. On est bien d'accord? C'est une information commerciale que nous ne pouvons donner qu'aux autorités ou à la justice. Mais oui, Kronospan est l'un des fournisseurs d'Ecolor, l'un d'entre eux. Kronospan promet d'utiliser comme matière première des résidus de bois de mauvaise qualité. J'imagine que c'est ce que vous demandez à vos fournisseurs, du petit bois, pas de beaux arbres. Normalement, pour fabriquer des panneaux de particules, on utilise du bois de mauvaise qualité, pas la plus belle partie de l'arbre. Et c'est exactement ce qu'on utilise dans cette commode. Ok, je peux vous montrer quelque chose? On a été là-bas en Roumanie. Regardez ce qui entre dans l'usine Kronospan à Sebeș. Ce ne sont pas des résidus de mauvaise qualité. C'est du bois solide, du bois massif, de gros diamètre. Personnellement, je n'ai jamais visité cette usine, donc je ne peux pas savoir si c'est une usine Kronospan. Non, mais on a été sur place. Je vous dis que c'est l'usine de Kronospan à Sebeș. Ouais. Je ne peux pas commenter les exigences imposées par Kronospan à ses fournisseurs sur la matière première. Mais on ne parle pas de ce que vous demandez à Kronospan, on parle de ce qu'ils font. Kronospan n'est pas notre fournisseur direct. Nous ne demandons pas à Kronospan d'acheter des lots de bois. Nous demandons à nos fournisseurs d'utiliser des panneaux de particules dans cette commode. C'est tout ce qu'on demande.
Et j'ai dit que Kronospan n'était que l'un des fournisseurs. Oui, mais enfin, est-ce que c'est pas un peu facile de dire que vous ne travaillez pas directement avec Kronospan? Ils sont dans votre chaîne d'approvisionnement, ils travaillent pour Ikea, ils fabriquent ce type de panneaux pour vos meubles. Est-ce que vous souhaitez que Kronospan travaille comme ça? Il y a de nombreuses considérations derrière les décisions de Kronospan concernant sa matière première pour produire ces panneaux de particules. Tant que ce bois correspond aux exigences minimum d'IKEA, nous sommes heureux. Regardez cette deuxième vidéo. Voilà ce que nous ont dit des employés d'un fournisseur de Kronospan. Quel âge avaient ces arbres? Ils avaient 100, 200 ans. Oui, une nouvelle fois, je ne peux pas commenter la stratégie d'achat de Kronospan. Mais vous travaillez avec eux. Et tant que ce bois provient de sources légales, sans conflits sociaux, sans faire de dégâts dans des forêts protégées, ne provient pas de plantations et ne contient pas d'OGM, nous sommes heureux, car ça correspond aux exigences minimum d'IKEA. Donc vous trouvez ça normal d'utiliser des arbres comme ceux-là, aussi anciens, dans des panneaux de particules pour faire vos meubles? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Normalement, les arbres utilisés pour produire des panneaux de particules sont de moins bonne qualité. Mais c'est pas le cas. C'est ce que je vous dis. Je ne peux pas commenter la stratégie d'achat de Kronospan. Mais vous travaillez avec eux. Et tant que ce bois provient de sources qui respectent nos exigences minimum, nous sommes heureux de continuer comme ça. Ok, on a bien compris la position officielle. S'abriter derrière ces exigences minimum, voilà le maximum qu'IKEA demande à ses sous-traitants. Mais est-ce que vous vous rappelez de l'autre promesse du géant suédois? Our size means that we have a great responsibility. All wood in our products is legally logged. Vous avez bien entendu, abattu légalement. Sauf qu'en Roumanie, l'industrie du bois, parfois, c'est carrément le Far West. En juin 2015, c'est même la ministre de l'Environnement de l'époque qui s'en alarmait. Ces dernières années, en Roumanie, les coupes illégales de bois ont atteint un volume annuel estimé à 8,8 millions de mètres cubes. 8,8 millions de mètres cubes qui seraient coupés chaque année sans autorisation. L'équivalent de 220 000 semi-remorques. Mis bout à bout, la distance d'un Paris-Téhéran. Alors forcément, comme nous, vous vous demandez si dans son royaume roumain, IKEA ne nous ferait pas des promesses en bois. Plongeons encore dans la jolie commode Brimnes, tiroir du bas. Un autre paquet de documents fiscaux pour l'année 2014. 21 000 lignes de transactions entre industriels du bois. Et un nom qu'on commence à bien connaître revient très souvent, Kronospan. Comme c'est compliqué, reprenons notre schéma. À l'endroit cette fois. Dans la chaîne d'approvisionnement d'IKEA, Kronospan, c'est le sous-traitant qui utilise notamment de beaux hêtres pour faire des panneaux de particules qui partent chez Ecolor, le fabricant de commodes, qui fournit l'enseigne suédoise. Or, section 32. D'après ces documents du fisc roumain, Kronospan achète du bois à une entreprise qui sent le soufre, Holzindustrie Schweighofer. Depuis 3 ans, ce nom, Schweighofer, fait trembler les forêts des Carpates. Cea mai mare firmă de prelucrare a lemnului din România, Holzindustrie Schweighofer. Ilegal a austriecilor de la Schweighofer în România. Metoda prin care operează Schweighofer. Schweighofer. Cette entreprise autrichienne est le numéro 1 du bois en Roumanie. Et aujourd'hui, elle fait l'unanimité contre elle. Militants écolos, exploitants forestiers, tous ou presque dénoncent ces méthodes. Les autorités roumaines ont même ouvert une enquête sur ces pratiques d'approvisionnement. Retour à Sebeș, le fief de Kronospan, avec Gabi Paon, l'activiste. Ici, le sous-traitant d'IKEA et Schweighofer sont installés côte à côte.
À gauche, les bâtiments rouges, c'est Kronospan. À droite, en gris, l'usine de Schweighofer. Pour les affaires, c'est plus simple. Et à ce propos, soyons précis. D'après les documents en notre possession, en 2014, Schweighofer a vendu à Kronospan 8 millions d'euros de bois. Mais Kronospan n'est pas le seul maillon qui relie Ikea à Schweighofer. Toujours en 2014, Schweighofer a fourni pour 15 millions d'euros de bois à d'autres sous-traitants roumains d'Ikea. Tout ça aurait pu continuer très longtemps, si Gabi le militant ne s'en était pas mêlé. Sur leur site internet, Schweighofer affirmait qu'il n'acceptait pas de bois en provenance de parcs nationaux. J'ai voulu prouver qu'il mentait. Qu'il mentait à tout le monde. Il y a 2 ans, Gabi tourne cette vidéo. Dans ce parc national, classé par l'UNESCO, ces bûcherons viennent de couper ces grands épicéas. Destinataire de la cargaison, Schweighofer. Gabi va suivre le camion jusqu'à l'usine. L'accueil est plutôt musclé. Domne, ăsta e lemn din Parc Național. Compania asta ne fură viitorul, ne mănâncă pădurile țării, da? Una de pe mine. Ăsta e lemn din Parcul Național Retezat, n-are ce căuta aici. Camionul ăsta nu intră pe poarta fabricii. Nu plec nicăieri. Nu ne creăm nouă probleme. La situation dégénère. Ils m'ont botté le cul et ils m'ont balancé du gaz au poivre dans les yeux. Voilà ce qu'ils ont fait. La vidéo de Gabi fait un buzz énorme sur les réseaux sociaux. 1 600 000 vues. Le début du scandale, Schweighofer. Après ça, les gens sont descendus manifester dans 12 villes à travers le pays pour protester et appeler les autorités à faire quelque chose pour stopper les coupes illégales, pour sauver les parcs nationaux et les forêts vierges. Cette mobilisation de la population permet à l'activiste d'accumuler des tuyaux sur les pratiques de Schweighofer. À 100 km de Sebech, on l'accompagne sur une nouvelle piste. Une montagne aurait été défigurée par des coupes de bois à grande échelle. Très vite, Gabi repère ce tas de troncs fraîchement coupés. Ça, c'est pour Schweighofer. Tous ces troncs viennent de forêts de conifères. Ils font 3 mètres de long. C'est exactement la taille dont Schweighofer a besoin. Nous nous garons au milieu des vaches pour glaner des infos. Un sympathique vacher vient à notre rencontre. Bonsoir. Bonsoir. Marie, enchantée. Emmanuel. Je m'appelle Bursuk Gheorghe, mais on m'appelle le Moldave, parce que je viens de Moldavie. Le temps de distribuer quelques coups de bâton sur des bêtes trop curieuses, Gheorghe va nous rencarder sur son petit coin de forêt. J'ai vu des grands semi-remorques passer par ici. 8 à 10 par jour. Ça a duré 2-3 ans environ, hiver comme été. Mais ils ont coupé jusqu'à quand? Cet hiver? Et ils ont coupé jusqu'à l'hiver dernier. Ils ont aussi percé des routes dans la forêt. Avant de partir, Gheorghe nous invite dans son cabanon. Le vacher tient à nous offrir une moitié de fromage frais de son cru. Et plus, si affinité. Il adore me faire le baiser. Vraiment, beaucoup plus. C'est passé à ça de la bouche. Alors oui, on sait ce que vous vous dites. C'est un beau roumain, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Mais Gheorghe, on l'a laissé chez lui, en bas, dans le brouillard. Et pour trouver la zone de coupe, on a gravi 600 mètres de dénivelé jusqu'au sommet.
3 heures de grimpette. Pour trouver ça. Vous avez vu la coupe? Elle est immense. À 4 km à vol d'oiseau, cette coupe rase. On dirait le coup de griffe d'un loup des Carpates. C'est caché en haut de la montagne. Quand on zoome, ces dimensions deviennent impressionnantes. Et en ouvrant notre carte satellite, nous découvrons des pans plus énormes encore. Alors attendez, nous on est là. Oui, c'est ça. Là, on voit 4 doigts. 1, 2, 3, 4. Et ça continue encore plus bas. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. C'est un désastre. Une catastrophe. Vas-y, essaie de mesurer. Point par point, nous traçons les contours des dégâts. Résultat, 31 hectares, soit l'équivalent de 42 terrains de football. On va regarder s'il y en a d'autres. Oui, des zooms. Vu de plus haut, toute la zone est truffée de coupes. On les a entourées en rouge. Schweighofer aurait-il englouti le bois de cette montagne? On poursuit l'enquête dans la vallée. Un nouvel indice sur ce panneau. Komposesoratul, Bukova. On a fait roumain deuxième langue, et ça veut dire coopérative de Bukova. La forêt appartient donc aux habitants du village voisin. Sur place, impossible de rater la coopérative. Et coup de chance, l'un de ses membres est présent. Sous couvert d'anonymat, il va nous désigner les responsables de ces coupes massives. Il y a 3 ou 4 sociétés qui exploitent cette forêt. Mais je vais vous dire, une partie du bois est coupée conformément au plan d'aménagement. Mais le reste, elles le volent. Je vous explique. Quand il y a une coupe rase avec des limites prédéfinies, ces sociétés coupent au-delà des limites. Il y a une entreprise qui est venue du nord du pays. Elle a volé 4000 mètres cubes de bois. Début 2014, les types sont arrivés dans la forêt avec 7 tracteurs et en 3 mois, ils ont tout ravagé. Illégalement? Oui, illégalement. Selon cet élu, devinez à qui cette société a livré ce bois coupé sans autorisation. Ce bois a été livré à Schweighofer. Ça représente 100 semi-remorques de bois, qui seraient ensuite partis chez les clients de Schweighofer. Impossible de confirmer ces propos. Mais une certitude, depuis mai 2015, l'industriel est dans le viseur des autorités roumaines. Nous avons mis la main sur le rapport d'enquête préliminaire, et c'est chaud pour Schweigo. Les autorités soupçonnent une vingtaine de sociétés d'avoir vendu à Schweighofer et à ses fournisseurs 165 000 mètres cubes de bois sans provenance légale entre 2014 et 2015. Pour avoir une idée du volume, toi aussi, apprends à compter en camion avec Cache Investigation. Un camion chargé de troncs égale 40 mètres cubes. 10 camions égale 400 mètres cubes. Donc, 165 000 mètres cubes, ça fait 4125 camions de bois illégal en 1 année et demie. 8 par jour. Mais d'après le rapport des enquêteurs, Schweighofer serait aussi impliqué dans des affaires encore plus graves. Il existe une suspicion légitime que des filières ont été créées pour donner une apparence de légalité à du bois sans provenance légale. En clair, des employés de Schweighofer auraient participé à du blanchiment de bois illégal. Le dossier a été confié à la DICOT, l'agence roumaine de lutte contre la criminalité organisée. Rien que ça. Après 8 mois de tractation, Schweighofer, l'Autrichien, nous ouvre enfin les portes de son siège social à Vienne. Ah, on sent qu'il vous plaît bien, ce petit palais d'archiduc. Bah, c'est pas là. Mais 5 étages au-dessus. Pour répondre à nos questions, un empereur du bois rigolard, Gerald Schweighofer, 13 ans qu'il dirige sa boîte. Je suis sûre que ce n'est pas votre première interview.
De toute ma vie, je crois que je n'ai donné que 4 interviews. Alors pour la 5e, v'là du renfort. Un manager adjoint, un consultant en relations publiques, une assistante, un caméraman maison, un coach média qui arrive du fond, et le dernier, son bras droit. Comment il s'appelle déjà, ce monsieur? Jürgen, sorry. Jürgen, désolé. Mais vous êtes tellement nombreux, pardon. Jürgen va s'asseoir juste là, dans l'axe du regard de son patron, au cas où. C'est bon? Tout le monde est là? On y va. Vous savez que votre entreprise est actuellement visée par une enquête en Roumanie. Et ce n'est pas une petite enquête, elle est menée par l'Agence de lutte contre la criminalité organisée. Pour commencer, il y a des enquêtes sur toutes les entreprises du bois en Roumanie. Vous ne trouverez pas un seul gros acteur du secteur qui n'ait pas été visé par une enquête. Oui, mais vous êtes la seule entreprise visée par une enquête de l'Agence de lutte contre la criminalité organisée, donc... Nous faisons tout selon la loi roumaine. Et nous respectons vraiment la loi roumaine. Et je crois que si l'un de nos employés a fait des choses illégales, ce serait très important pour nous d'attraper ce type et de savoir ce qu'il a fait d'illégal. On ne parle pas d'un employé, on parle au pluriel des structures organisées, avec un S. Excusez-moi, Des structures organisées. Des structures, d'accord. Oui, pour blanchir du bois illégal. Voilà, c'est ça les soupçons. Excusez-moi, mais là, il faut que je demande à mon staff parce que c'est un peu confus pour moi. Est-ce que quelqu'un peut... Bien sûr. On vous rappelle qu'il y a 6 personnes en soutien, juste derrière. Un volontaire dans la salle? Eh ben oui, Jürgen, le bras droit. Nous avons demandé plusieurs fois ce rapport aux autorités roumaines. Elles nous ont notifié par écrit qu'elles refusaient de le partager avec nous. Ok, mais revenons à M. Schweighofer parce qu'après tout, c'est lui que nous interviewons. D'après les enquêteurs, des fournisseurs vous auraient livré du bois sans origine légale. Plus de 165 000 mètres cubes de bois sans origine légale. Regardez ce document. Écoutez, je peux juste dire que nous contrôlons tous les camions. Et vous savez, je suis sûr à 100% qu'on a vérifié peut-être une centaine de fois. Bon, enfin, peut-être pas une centaine de fois, mais qu'on a vérifié toutes les cargaisons qui sont entrées dans nos usines. Monsieur Schweighofer, oui? Nous devons arrêter parce que nous avons un autre rendez-vous. Merci. Vraiment tout proche, l'autre rendez-vous. En fait, dans la pièce juste à côté, avec le coach média. On le sait parce que, dans la précipitation, Monsieur Schweighofer a gardé notre micro. Arrête de parler avec elle. Comment? Arrête de lui parler. On a peut-être été très cynique avec elle. Le problème, c'est qu'elle a une idée derrière la tête. Et avec notre caméra, on l'a déstabilisée. Attends. Ah bah oui, le micro! Zut! Allez, on remet une dernière note de country scandinave. Retour à Almhult, le fief d'Ikea Land. Impossible de refermer le dossier Schweighofer sans en parler là-haut avec son client final. Mikhail Tarasov, Monsieur Forêt, 2e. Est-ce que vous pouvez nous garantir que tout le bois roumain que l'on trouve dans les meubles d'IKEA est d'origine légale? Oui. Et là, j'ai besoin d'expliquer qu'IKEA prend très au sérieux les préoccupations des consommateurs. Et nous avons mis en place tous les garde-fous pour nous assurer que le risque de bois illégal chez nos fournisseurs est minimisé. Minimisé? Mais bien sûr, en tant que plus gros consommateur, plus gros vendeur de bois au monde, c'est impossible de garantir qu'aucun mètre cube de bois ne provient d'une source illégale. Donc vous reconnaissez qu'il peut y avoir du bois illégal dans les meubles IKEA? Théoriquement, ça pourrait arriver. Je voudrais vous parler d'un gros industriel, Schweighofer. C'est le numéro 1 du bois en Roumanie. Bien sûr, vous connaissez Schweighofer, vu son importance. Oui,
Vous avez travaillé avec Schweighofer? Non, Schweighofer n'a jamais été notre fournisseur direct. Mais vous travaillez avec eux depuis longtemps? Non, Schweighofer n'a jamais été le fournisseur direct d'IKEA. Vous jouez sur le mot « direct ». Mais Schweighofer a fait partie de votre chaîne d'approvisionnement. C'est correct. Du bois de Schweighofer est entré dans notre chaîne. Ah, ok. Je pense que vous savez ce qui est reproché à Schweighofer, avec qui vous avez travaillé. Donc notre approche, dès que nous avons appris pour l'enquête, a été de recommander à nos fournisseurs de trouver d'autres sources d'approvisionnement que Schweighofer. Depuis juin 2016, aucun fournisseur de IKEA n'a acheté ou introduit du bois de Schweighofer dans nos produits. Une enquête est en cours, donc nous attendons les résultats avant de prendre une décision définitive. Et au-delà de ça, nous avons aussi rencontré Schweighofer directement pour les pousser à améliorer leur système. Ok, donc vous avez pu avoir du bois illégal dans votre chaîne d'approvisionnement et vous avez décidé d'arrêter parce que Schweighofer est au cœur d'un énorme scandale. Je ne peux pas être d'accord avec cette affirmation, qu'il y a du bois illégal dans notre chaîne d'approvisionnement. Je vous ai expliqué que nous avons de nombreux garde-fous qui minimisent autant que possible le risque même de faire entrer du bois illégal. Que diriez-vous après tout ce qu'on vous a montré? Qu'IKEA a encore beaucoup à faire pour être sûr que vos meubles sont fabriqués avec du bois légal? Nous avons déjà fait beaucoup et nous sommes à l'avant-garde de notre secteur. Mais il y a toujours matière à s'améliorer. On a déjà pris 7 minutes de retard. Excusez-moi. La ponctualité, c'est peut-être plus facile à assurer que la traçabilité, n'est-ce pas? Forcément, au fond de votre canapé, vous qui voulez vraiment consommer responsable, là vous avez un peu la gueule de bois. Pas de panique. Figurez-vous que les industriels ont inventé un truc formidable pour vous redonner le sourire. Messieurs, aujourd'hui on va inventer un truc formidable pour redonner le sourire aux gens. Oui, eux là. Un outil enfantin pour vous aider à choisir des produits qui ne contiennent que du bois fréquentable. Les labels forestiers. Dans notre vie quotidienne, tiens, par exemple, quand on va faire des courses au supermarché, du bois, il y en a partout. Avec du bois, on fabrique du papier et les cartons d'emballage. Pour acheter durable, un seul réflexe, retourner les boîtes. Vous voyez ces petits arbres mignons qui font vibrer notre fibre écolo ? C'est ça, les labels. À Cache, on est nombreux. Alors le papier toilette, c'est toujours par paquet de 8. Pas n'importe lequel. On choisit ce logo-là. PEFC. Pour Programme de reconnaissance des certifications forestières. PEFC, c'est le leader mondial de la certification forestière. Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. Là, on nous le garantit. Ce papier a été fabriqué avec du bois exploité légalement et sans ravager la forêt. Allez hop, dans le panier. Idem sur ce cahier. Ces copies perforées. Et sur ces enveloppes. Un petit arrêt au troquet habituel pour notre ticket de tiercé hebdomadaire. Lui aussi est labellisé. 16 ans d'existence et déjà 3 millions de kilomètres carrés de forêts certifiées sur la planète par le leader mondial. Pour la première fois dans cette enquête, on se sent enfin bien entouré. Selon une étude, 43,2% des Français affirment faire confiance au petit logo du PEFC. Eh oh, viens par là, toi. Voilà. En plus, le numéro 1 du bois certifié n'a rien à cacher. La preuve, par une charmante journée d'automne, nous sommes conviés en Haute-Vienne, dans les champs de belles limousines, et plus loin, une forêt labellisée PEFC.
celle de monsieur Alcover. Ce matin, le propriétaire se fait contrôler sur le terrain. Monsieur Alcover, bonjour, c'est Fernanda. Par Fernanda Fernandez, la déléguée régionale du PEFC. Je vais vous expliquer comment vous avez... On a le droit de filmer. Sachez qu'il n'y a eu ni plainte ni remarque sur votre dossier, donc c'est vraiment un tirage au sort aléatoire, il n'y a pas eu de choix. Ça me rassure, voilà. Il n'y a pas eu de plainte en tout cas. On y va. Allez. Durée de l'inspection, 3 heures. En gros, Madame Fernandez va vérifier que Monsieur Alcover respecte bien les exigences du label. Favoriser la régénération. Quand je regarde, c'est déjà de la régénération que vous avez... La biodiversité. Le plaisir de biodiversité avec un peu de faune, voilà, qui est du merisier, voilà, il y a pas mal de choses. Et surtout ne pas oublier, oui, le 6e et dernier point du cahier des charges. La promotion de PEFC, vous en faites Alors, je sais pas, tout dépend de la promotion. Pas vu de panneau. Non, il n'y a pas de panneau, elle n'est pas affichée aujourd'hui. Ah, pas de promotion pour le PEFC. Ça, c'est un petit faux pas de la part du propriétaire. Concrètement, c'est faire la promotion comment? Justement, il peut avoir des documents, il peut mettre son logo puisqu'il a le droit de la marque. Il doit s'inquiéter quand il vend, d'informer qu'il est PEFC. Mais rassurez-vous, monsieur Alcover, Madame Fernandez va quand même maintenir votre certification. Donc là, monsieur Alcover, on va faire un petit point. Donc on est bien dans la propriété pour 58 hectares. Et pour moi, c'est conforme. Et aussi fêter l'événement avec un cadeau de la maison. Je vous en paierai une double. Et puis donc le conseil d'administration a décidé à tous ceux qui étaient audités dans l'année de leur offrir un panneau donc PEFC que vous pouvez mettre à l'entrée. Parce que du coup, ça permet au grand public de voir que cette forêt est gérée. Et je vous l'offre. Et puis si vous en avez besoin de plus, n'hésitez pas, nous en avons à vendre au bureau. Donc je vous remercie. Résumé de la visite, les panneaux sont à vendre au bureau de Madame Fernandez à 10 €. Et surtout, les contrôles PEFC, c'est solide, comme un chêne. Je vous remercie beaucoup. Allez, au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir. Mais nous, on reste dans les bois limousins. L'esprit au clair devant un horizon plus dégagé, on en profite pour se plonger dans les rapports d'activité du PEFC. Dans les forêts certifiées, il y a 2 catégories. La première, les propriétaires forestiers qui font partie d'une coopérative. Là, c'est contrôle systématique par la coopérative. Mais il y a l'autre moitié, les 33 800 propriétaires, comme Monsieur Alcover, suivis directement par le PEFC. Pour eux, le contrôle se fait par échantillonnage, c'est-à-dire par tirage au sort. Alors on sort les statistiques de contrôle publiées par le label. Puis on fait des produits en croix dans les nuages. Résultat, d'après nos estimations, à peine 25% de ces 33 800 propriétaires auraient un jour été contrôlés par le PEFC. 25%. Là, on tombe un peu de l'arbre. Mais on poursuit. Car, incroyable, avec ce label, on pourrait faire certifier bien d'autres choses que des forêts. Un écolo a tenté l'expérience en 2010. Le PEFC est une passoire à gros trous, c'est-à-dire que la politique du PEFC, c'est de certifier tout ce qui bouge. En l'occurrence, certifier ce petit supermarché. Oui, vous avez bien entendu, un supermarché. Le militant a obtenu ce certificat PEFC contre un chèque d'adhésion. Alors, nous allons nous aussi tenter le coup. Premier essai, une forêt. On s'inspire d'une vraie forêt, à vendre sur Internet. 19 hectares en Aveyron. Pas besoin de l'acheter. Le PEFC ne réclame pas de titre de propriété. Documents officiels, emplacement, tout est inventé. À part nos coordonnées. Ce sont les bonnes. Et ce chèque, il est bien à nous, 32,35 € pour les frais d'adhésion. Destination le bureau du PEFC Sud, en charge de l'Aveyron. Un mois plus tard, une grande enveloppe. Sans autre contrôle,
Notre forêt truffée d'infos bidons est certifiée PEFC. Ce jour-là, regardez, notre nom est bien dans l'annuaire officiel. Ça nous cloue pas le bec, mais pas loin. Mais bon, peut-être qu'en fait, le préposé au tamponnage des dossiers, il venait juste de signer son CDI et qu'il a payé sa tournée. Allez, label pour tout le monde. Alors, on continue notre expérience. 8 dossiers supplémentaires pour la bande à cash. Avec cette fois, de vraies références cadastrales. Si le PEFC contrôle les candidatures, il va comprendre illico qu'on essaye de faire labelliser bien autre chose que des forêts. Eh ben pas du tout. Antoine en Provence, le sommet du Mont Ventoux. Observez bien, pas un arbre sur le caillou. Pourtant, certifié. Manon. Ce supermarché avec parking, dans le Nord. Et je coûte 93 centimes. On me le ramène et on gagne une pizza. Lui aussi, certifié. Dans le Grand Ouest, un aérodrome. Labellisé. En Limousin, Emmanuel et ses petits cochons, avec cet élevage industriel, hop, validé. En Corse, une forêt de fêtards. La plus grande boîte de nuit à ciel ouvert d'Europe. Oui, aussi. Mais on a gardé le plus fort pour la fin. Solène, en Lorraine. Devinez ce qu'elle a fait certifier. 2 réacteurs de Cattenom, la 2e centrale nucléaire la plus puissante de France. En fait, seul Jean-Baptiste s'est fait griller avec son air d'autoroute. Reste Romain. Lui, c'était une forêt déjà certifiée qui appartient à l'État. Aucune réponse. On récapitule. 9 dossiers bidons, 7 labels décrochés. Niveau contrat de confiance, le PEFC nous joue du violon. Alors, avec notre collection de certificats, on traverse les belles, les grandes, les vraies forêts de l'Est de la France, jusqu'au quartier général du PEFC en Suisse. Genève, ses palaces, sa banlieue, son World Trade Center. Le PEFC, c'est là. Premier étage à droite, après les petits arbres du logo. C'est à lui qu'on va poser nos questions. Le grand chef du label, l'Écossais Ben Gunberg, après l'installation d'une oreillette pour la traduction. Pardonne-moi, mais le fil de l'oreillette est encore sorti. Je n'ai plus de cheveux pour le cacher. Non, on n'a pas du gaffeur? Non, mais du gaffeur, tu vois, on gaffe le fil. Ok, un bout de scotch et ça colle. Quand j'achète un meuble comme celui-ci, comme quand j'achète du papier comme ça, ou un emballage avec le logo PEFC, qu'est-ce que ça me garantit à moi en tant que consommatrice? Ça vous garantit que vous contribuez à la gestion durable des forêts, que vous faites un choix positif pour soutenir des gens qui exploitent la forêt de manière durable. Donc c'est une garantie. Je n'utiliserai jamais le mot garantie. Rien dans la vie n'est garanti, c'est une assurance. Une assurance, c'est beaucoup déjà. Hein. Si vous voyez le logo PEFC, cela veut dire que chaque maillon dans la chaîne d'approvisionnement jusqu'au produit final a été contrôlé. Donc vous pouvez nous certifier qu'avant de recevoir le label PEFC, une forêt est auditée. Question simple. Tous les propriétaires forestiers sont soumis à un audit de certification avant de pouvoir décrocher le label. Absolument. Voilà, donc vous êtes formel là-dessus. Bien sûr, on est obligé. Notre système l'exige. Alors écoutez, ça va être embêtant parce que nous, on a vérifié. Et je sais que vous n'allez pas tellement aimer ce que je vais vous montrer, mais voilà ce qu'on a réussi à faire certifier par vous, donc par le PEFC. Premier exemple, ici, un élevage industriel de porc. Pas de forêt, labellisé PEFC. Dossier accepté. Une réaction? Quoi? Qu'est-ce que...
Qu'est-ce que vous avez soumis? Cet emplacement-là? Oui, oui, absolument. Vous voyez, ça, c'est un élevage industriel de porc, voilà, ici. On n'a pas donné la photo, on a donné l'espace géographique de la parcelle, OK? Certifié PEFC. OK? Oui, c'est très inquiétant. Ça ne devrait pas arriver. Ça ne devrait pas arriver. Absolument pas. On va devoir enquêter et je suis content d'apprendre cette information. Vous allez en prendre une autre. Le sommet du Mont Ventoux. Il n'y a pas d'arbre. Hein. C'est une montagne pelée. Oui, il n'y a pas d'arbre au sommet. Voilà. Certifié PEFC. Deuxième exemple. Troisième exemple. Un supermarché en pleine ville, labellisé PEFC. Vous allez avoir une belle collection. Hein. Vous avez vraisemblablement plusieurs dossiers comme ça. Je suis très préoccupé par tout ça. Le plus important, c'est d'examiner vos informations et les procédures en France pour comprendre comment ça a pu arriver. Un aérodrome. La plus grande discothèque à ciel ouvert d'Europe. Et vous avez un certificat pour ça? Yes. Et la dernière chose qu'on a fait certifier, c'est ça. Ça ressemble à, je dirais, une centrale énergétique? C'est nucléaire. Centrale nucléaire. Centrale nucléaire de Cattenom. Labellisée PEFC. La centrale elle-même est certifiée, pas la forêt autour? Absolument, oui. C'est ça qu'on a fait certifier. C'est les réacteurs de la centrale nucléaire de Cattenom qu'on a fait certifier PEFC. En fait, vous n'avez pas vous-même contrôlé votre propre système? Clairement, quelque chose a sérieusement dérapé. Cela discrédite toute la raison d'être de la certification et le travail de milliers de propriétaires forestiers depuis 17 ans pour montrer que la forêt est durablement gérée. Donc, nous allons devoir enquêter en urgence sur vos découvertes. D'accord, parce que vous savez ce qu'ils vont se dire, les consommateurs à qui vous avez dit lors de cette interview, il y a seulement 8 minutes, que le PEFC était une assurance ou une garantie. Eh bien, ils vont se dire, quand ils vont voir ça là-dessus, quand ils vont voir PEFC là-dessus, ils vont se dire, c'est du pipeau, c'est faux. Voilà ce qu'ils vont se dire. Oui, et nous allons devoir régler ce problème. Nous allons devoir nous assurer que cela ne puisse pas se reproduire et travailler avec vous et nos partenaires pour éviter ça à l'avenir. Restez assis, monsieur le secrétaire. Je vous les offre quand même. Nous avons une dernière question. Le temps pour l'équipe de faire une petite vérification. Vous vous rappelez de l'Autrichien Schweighofer, le numéro 1 du bois roumain visé par l'Agence de lutte contre la criminalité organisée? Eh bien, Schweighofer aussi est dans le club PEFC. Il a conservé son label sur sa chaîne d'approvisionnement, malgré l'enquête en cours. Le voici dans l'annuaire officiel. Figurez-vous que le grand chef du label connaît bien le dossier. Là, on voit ici, Schweighofer, PEFC, c'est là. Oui, ils ont toujours le label. Est-ce que, selon vous, c'est une entreprise qui mérite d'avoir le label PEFC? Cette entreprise fait actuellement l'objet d'une enquête d'un organisme de contrôle. Car j'ai déposé une plainte suite à de récentes informations publiées par une ONG. On avait déjà déposé une plainte contre eux. Je crois même qu'au total, il y a eu 3 plaintes contre Schweighofer. Pardonnez-moi, mais pour avoir la confiance des consommateurs, est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait appliquer ce qu'on appelle en France le principe de précaution? Ce n'est pas une petite enquête qui est ouverte en Roumanie, c'est une enquête qui est ouverte par la direction d'investigation sur le crime organisé. Et donc, est-ce que vous ne pouvez pas tout simplement dire, pendant le temps de l'enquête, on arrête, et puis si à la sortie, effectivement, Schweighofer en sort blanchi, vous redonnez votre label? Si Schweighofer est impliqué dans la moindre activité illégale, ou en infraction avec les exigences du PEFC, il mérite d'être suspendu ou exclu. Et c'est exactement sur ça qu'enquête actuellement l'organisme de contrôle. À ce propos, monsieur le secrétaire, voici une info toute fraîche. Un autre grand label, le FSC, vient de rendre la conclusion de sa propre enquête sur Schweighofer. Nous vous la déposons sur votre jolie table en bois. Voilà, comme ça. Il y a des preuves évidentes et convaincantes que le groupe Schweighofer a été impliqué dans des irrégularités et des illégalités significatives. À ce stade, on imagine très bien ce que vous pensez. Vous continuez à broyer du verre. Allez, pour vous remonter le moral, on va vous raconter un joli conte. Il était une fois, dans un pays lointain,
Une très grande entreprise qui fabrique plein de papier et de carton tout en protégeant la forêt. Cette très grande entreprise s'appelle Asia Pulp and Paper. Mais dans le milieu, on l'appelle APP. Bon, la suite de l'histoire, on vous la raconte normalement. APP, c'est le numéro 2 mondial du papier et du carton d'emballage. En 2011, dans son pays, l'Indonésie, l'entreprise est dans le collimateur de Greenpeace, qui l'accuse de raser la forêt tropicale. Adieu tigre. Adieu orang-outan. Alors, pour faire bouger APP, l'ONG va interpeller publiquement l'un de ses plus gros clients, Mattel, le fabricant de Barbie, et de son fiancé, Ken. Regardez bien, Ken. Toute cette forêt tropicale détruite, juste pour qu'elle s'emballe dans du carton bon marché. Greenpeace 1, Barbie 0, APP KO. Sous la pression de l'ONG et des consommateurs, Mattel boycotte le carton d'APP. D'autres grandes boîtes vont suivre. Danone, Nestlé, Auchan, Carrefour, Unilever, Kraft, Disney, Lego. Au total, une centaine de marques plantent le géant de papier. Greenpeace a gagné. En 2013, APP fait machine arrière et, au miracle, annonce sa grande conversion à l'écologie. C'est la directrice développement durable, Aida Greenberry, qui partage la nouvelle lors d'une cérémonie spéciale. Depuis le 31 janvier 2013, nous avons suspendu l'exploitation de toutes les forêts primaires chez les fournisseurs d'APP. APP s'arrête officiellement de déforester. Merci beaucoup. Et le martèle dans ses publicités. La fibre avec laquelle nous produisons notre papier provient uniquement de plantations gérées de manière responsable, sans déforestation. C'est ça le plus fort. Maintenant, l'industriel fait renaître la forêt, avec des plantations d'arbres renouvelables à l'infini, la magie APP. Et l'un des grands sorciers verts derrière cette conversion est français. Pas n'importe qui en plus. Bruno Rebel. L'ancien numéro 2 de Greenpeace, l'ONG à l'origine du boycott d'APP. Aujourd'hui, l'homme a monté sa boîte, Transition. Depuis 2012, il vend ses conseils au géant mondial du papier. Avec en bonus, soutien actif sur Internet, dans les journaux et surtout sur les estrades des conférences. Un écolo uni au desperado du bois. C'est beau, non? Trop beau, peut-être. À Paris, en décembre 2015, alors que les dirigeants du monde discutent du climat, APP l'Indonésien s'invite au Grand Palais, au salon Solutions COP21. Un grand raout pour les multinationales qui disent se soucier de la planète. Dans l'une des allées, au pied d'un arbre en carton, le stand du repenti APP. Avec, un peu plus loin, sous le regard des caméras, Bruno Rebel, son éminence verte. Et juste à côté de lui, Aida Greenberry, la madame propre de l'entreprise. Vous êtes la preuve qu'on peut combiner développement économique et protection de l'environnement. Nous pensons que nous pouvons jouer un rôle dans ce grand mouvement. L'occasion rêvée pour demander à visiter le paradis durable d'APP. Excusez-moi, bonjour, Madame Greenberry. Bonjour, je travaille pour France 2. Ah oui. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait venir en Indonésie peut-être pour visiter... Vous voulez venir? Ah oui. Ok, pas de problème. Ah super. Je vais vous donner ma carte. Vous pouvez me tenir ça? Bien sûr. On a du mal à le croire, mais l'invitation est officielle. Bonjour monsieur. Voici l'un de nos directeurs.
Ah, ok. Je l'invite en Indonésie. Merci beaucoup, au revoir. Une entreprise qui fait repousser la forêt et qui ne repousse pas les journalistes. Là, on a vu la vie en vert, en pétales, en fleurs, en cœur. Bref, la vie en APP. Oui, mais ensuite, on a eu des nouvelles de Randy. Le monsieur qui gère la com de la multinationale depuis l'Indonésie. Chère Marie, on m'a dit que Cache Investigation est une émission qui pose des questions très difficiles et qui parfois, enfin on m'a dit, parfois met les entreprises ou les personnes interviewées dans des positions très difficiles. Nous devons malheureusement décliner votre demande. Fini la lune de miel avec APP. On s'envole quand même pour l'Indonésie, son fief. Sans carton d'invitation, mais avec une question. APP serait-il en train d'enfumer une partie de l'Asie? C'est un JT de France 2 en septembre 2015 qui nous a mis sur la piste. Des incendies de forêt gigantesques également en Indonésie. Voyez cette épaisse fumée qui trouble l'air. L'armée indonésienne a même été mobilisée. Pendant 5 mois, des incendies incontrôlables. 26 000 km², soit la superficie de la Bretagne, partie en fumée. 43 millions d'Indonésiens pris dans un nuage irrespirable. Le pire désastre environnemental en Asie du Sud-Est depuis le tsunami de 2004. Et derrière cette catastrophe, il y aurait notamment des plantations d'APP, accusées d'être des poudrières à ciel ouvert. Nous nous posons sur l'île de Sumatra. Au sud, la ville la plus durement touchée par le nuage d'incendie. Palembang, 1,5 million d'habitants. Ici, pour avoir des infos sur l'origine des feux, une seule adresse. L'Agence régionale de gestion des catastrophes. Nous nous invitons avec une caméra discrète. Bonjour. Mais nous nous présentons comme journalistes. L'interrogatoire du chef portier est redoutable. Attention, ceci est une question redoutable. You already married or not? I'm already what? Married or not? He wants to marry me or you want to marry me? Mau. Yes. Yes. You want to marry me? Yes. Yeah. You? You what? With you? Yes. Promis, chérie, on va y réfléchir. Merci beaucoup, au revoir. En attendant, nous voici dans le poste de commandement de l'agence. En 2015, c'est ici que les fonctionnaires ont coordonné les opérations de lutte contre les grands incendies. Je voudrais savoir d'où sont partis les incendies qui ont formé le nuage de Palembang. Je vais vous montrer. C'est surtout parti de cette zone. Et avec le vent qui venait du sud et aussi de l'est, la fumée est remontée le long de cette trajectoire, jusqu'à Palembang. Mais il y a quoi en fait dans cette zone? Ce sont des plantations forestières qui appartiennent à des sociétés privées. J'ai leur nom là. L'agence a établi une liste détaillée de ces sociétés. 22 noms. Qui tous commencent par les lettres P et T. Mais pour l'instant, pas de signe d'APP. Nous avons besoin de creuser cette liste. On doit récupérer cette liste. Je peux faire une photocopie? Ok. Merci. Une photocopie à l'ancienne. Pardon, les arbres. C'est pour la bonne cause. Le temps de taper sur Internet un nom de la liste. Par exemple, PT Bumi Andalas Permai.
qui nous renvoie à une entreprise, Sinarmas. Affichons le logo de Sinarmas. Et comparons-le à celui d'APP. Ils sont identiques. L'explication est simple. Sinarmas est la maison mère d'un conglomérat industriel indonésien. Banque, immobilier, agriculture, téléphonie, énergie et une division bois-papier connue sous le nom d'APP. Nos soupçons étaient fondés. Sous le nuage de Palembang, il y avait notamment l'industriel modèle. Et pour connaître son degré d'implication dans les incendies, à Paris, notre rédaction va faire tourner la calculatrice. D'abord, sur une carte de l'île de Sumatra, nous dessinons en vert foncé les plantations liées à APP et à Sinarmas, sa maison mère. Dans la province de Palembang, où est né le nuage toxique, mais aussi dans le reste de l'île. 76 plantations au total. C'est intéressant, mais pas suffisant. Il faut maintenant déterminer le nombre exact d'incendies. Seule solution, faire appel à une source haut placée. 5, 4, 3, 2. À part Dieu, plus haut placé, vous ne voyez pas? Si, les satellites de la NASA. Du coup, là, on met une musique de film d'astronaute. Parce que c'est pas tous les jours qu'on enquête avec une technologie des conquérants de l'espace. Satellite iOS. Spectroradiomètre embarqué. Translation orbitale, 99 minutes. Altitude, 705 km. Elle tourne, la petite machine, et enregistre méticuleusement chaque feu de forêt détecté à la surface de la Terre. Tous ces petits points rouges. À Sumatra, pour 2015, 13 214 points précisément, que nous couchons ensuite sur notre carte des zones vertes d'APP. Et d'un coup, ça devient limpide, clair comme un jour sans fumée. Au cœur de la région du nuage, celle de Palembang, 5068 incendies sur les plantations d'APP. C'est 59% des feux enregistrés en 2015 dans cette province. Dit autrement, plus de la moitié des incendies sont liés à APP. Mais alors, pourquoi ça brûle autant chez l'empereur du papier? Retour en Indonésie. 60 km à l'est de Palembang. Pour nous guider, une moustache et en dessous, un agronome bonhomme. Le professeur Bang Bang Saharjo. C'est le spécialiste des incendies. Il a été chargé par le ministère de l'Environnement d'enquêter sur les plantations d'APP. On va essayer d'accéder à Tulung Selapan. Ça a beaucoup brûlé dans cette zone. C'est un peu l'aventure. Ouais, vous devriez apprécier. Autant vous prévenir, c'est une aventure, mais pas tout à fait celle qu'on attendait. Il a beaucoup plu la nuit dernière. Les pluies indonésiennes, c'est du costaud. Plus efficace que tous les sapeurs-pompiers du monde. En décembre 2015, ce sont elles qui ont fini par éteindre le brasier indonésien. Mais 5 mois plus tard, elles vont aussi doucher nos espoirs d'expédition. Coupe la clim, la voiture aura plus de puissance. Après 3 heures de glissade non-stop, on échoue à 15 km du but. Embourbement général. On peut pas passer après, ouais. Ah oui, là, non, on peut pas passer. Impossible de se rendre dans les plantations qui ont brûlé. Nous allons nous consoler au bistrot.
limonade pour tout le monde et conférence privée du professeur. Lui et son confrère se sont déjà rendus au cœur du brasier. Ça a été filmé depuis un hélico. Mais ça brûle partout. Oui. Mais pourquoi ça brûle aussi facilement? Pourquoi est-ce que ça s'est embrasé aussi rapidement? Parce que la terre est très sèche, donc les incendies se propagent à toute vitesse. Le problème, c'est le manque d'eau. En fait, c'est pour ça que la terre se met à brûler. Parce qu'elle n'est pas humidifiée par un bon système d'irrigation. L'entreprise ne se soucie pas de ça. Pause. Là, faut qu'on vous explique un truc. Après avoir ratiboisé la forêt tropicale, APP a replanté des acacias. Ça pousse vite et c'est parfait pour faire du papier. Mais il y a un hic. La terre, c'est de la tourbe, une couche de plusieurs mètres d'épaisseur, 10% de matière organique, 90% d'eau. Le résultat de la décomposition de la forêt pendant des milliers d'années. Et ce sol, très humide, ça ne convient pas aux acacias. Alors l'industriel a asséché, creusé des canaux, drainé l'eau. Résultat, les arbres poussent, mais sur une terre devenue hautement inflammable. Voilà ce qui fait des plantations d'APP des poudrières à ciel ouvert. Les incendies ne se sont pas seulement produits en 2015, vous savez, mais aussi en 2014 et les années précédentes. En 2013, en 2012, en 2011, 2010, etc. Là aussi, on a calculé. En une décennie, sur l'île de Sumatra, 17 620 incendies dans les plantations du géant du papier. Avec un tel bilan, que fait APP? Selon l'éminent professeur, pas grand-chose. On a découvert que pour couvrir une zone de 280 km², leur équipe de surveillance ne comptait que 6 pompiers. Et ils n'avaient qu'un seul véhicule. Regardez, ce triporteur. Seulement ça pour éteindre les feux? Oui, c'est tout pour 280 km². Et ils n'avaient même pas de mirador pour surveiller les départs de feu. Comment peuvent-ils parler de développement durable? Les incendies à eux seuls montrent qu'ils ne veulent pas apprendre du passé. Avec le ministère de l'Environnement, le professeur Saharjo a porté plainte contre l'entreprise indonésienne. Il faut dire que les fumées dégagées par ces incendies sont une calamité pour les habitants de la région. Des chercheurs de l'université d'Harvard ont analysé l'impact des poussières nocives inhalées par la population pendant l'enfer de 2015. C'est une estimation, mais voici selon eux le nombre de décès prématurés que vont provoquer les fumées. Dans l'archipel indonésien, 91 600. Dans les pays voisins, 6 600 en Malaisie, 2200 à Singapour. À terme, 100 300 vies pourraient être écourtées par le nuage toxique. Une catastrophe sanitaire qui a déjà commencé. Dans les rues de Palembang, on enfourche un scooter. 6 mois plus tôt, voilà l'enfer qu'on aurait dû traverser. 5 mètres de visibilité à peine. Un air saturé de particules toxiques. À une dizaine de reprises, le seuil d'alerte sanitaire maximum a été dépassé. État d'urgence décrété sur la moitié de l'île de Sumatra. À Limaulu, un quartier pauvre de Palembang, nous avons rendez-vous avec Pita, de l'association Les Amis de la Terre. À l'automne 2015, pour faire face à l'afflux de malades, la jeune bénévole et son ONG ont dû installer en urgence un centre médicalisé. Le jour où nous avons ouvert le centre, nous avons enregistré 200 enfants malades. Ensuite, ça a un peu diminué à partir des jours suivants, mais ils sont quand même restés assez nombreux, 150 environ. Parmi ces enfants, certains sont restés hospitalisés pendant 1 mois.
Est-ce que ceux qui sont tombés malades à cause du nuage peuvent lever la main? Vous tous? Grâce à l'ONG de Pita, tous dans ce quartier ont survécu. D'autres n'ont pas eu cette chance. Officiellement, le nuage toxique n'a fait que 11 morts sur l'île de Sumatra. Le plus jeune était un nouveau-né. Je m'appelle Marie. À Palembang, nous rencontrons Mursida et son fils de 2 ans, Mohamed. Hussein, son autre petit garçon, il est là-haut, a cessé de respirer à 25 jours. C'est Hussein? Oui. C'est votre seule photo de lui? C'est la seule. Le nouveau-né est mort pendant les incendies après 48 heures d'agonie. Le matin, à 6 heures, j'ai emmené Hussein à l'hôpital pour une consultation. Ils l'ont immédiatement placé sous assistance respiratoire, avec un masque à oxygène. Il respirait bruyamment, mais il était encore en vie. Et puis à la fin de la journée, le signal du moniteur s'est mis à disparaître par intermittence. Ensuite, il remontait. Mais à 20 heures, il n'est plus remonté. L'écran du moniteur est resté vide. Pourtant, après son accouchement, la jeune femme s'était réfugiée dans une maison en béton, mieux isolée. On s'était enfermé avec lui à l'intérieur. On ne pouvait pas sortir à cause de la fumée. Hussein pleurait beaucoup. On avait un ventilateur, mais la fumée entrait quand même partout. Tout était recouvert par le nuage, par les fumées. Il ne faisait pas chaud comme aujourd'hui, mais l'air était suffocant. Pour la mort de son fils, Mursida a touché de l'État une indemnité de 1 000 €. 8 mois du SMIC local. Voilà tout. Je ne sais pas à qui exprimer ma colère. En tant que croyante, je dois accepter, parce qu'Hussein ne reviendra pas. C'est vraiment dur. « 11 décès, 353 000 malades d'infections respiratoires aiguës. L'île de Sumatra a payé un lourd tribut aux incendies. Il est temps d'aller questionner APP. Pour ça, il faut changer d'île en avion. Côté Hublot, cette fois plus rien ne peut nous empêcher de filmer les plantations calcinées de la multinationale sur près de 3000 km². Après 50 minutes de vol, descente vers la capitale de l'Indonésie, Jakarta. Au milieu des gratte-ciel de Centrale, le quartier des affaires, le fief de Sinarmas et de sa filiale APP. Cette tour de 39 étages. On n'a pas choisi notre moment par hasard, mais grâce à une info dénichée sur Twitter. Une réunion est en cours dans les bureaux de l'entreprise, avec autour de la table 2 participants qu'on a très envie d'interviewer. L'auteur de la photo, Aida Greenberry, la dame qui nous avait invités en Indonésie avant de changer d'avis. Et au premier plan, il a fait le voyage, spécialement depuis Paris, Bruno Rebel, l'éminence verte d'APP. Allez, tentons notre chance auprès du monsieur de la sécurité. Bonjour monsieur, je souhaiterais parler à Aida Greenberry ou Bruno Rebel. Bruno Rebel, please. Aida? Oui, si elle est là. France 2. France 2, télévision française.
Pour doubler nos chances, on va aussi tweeter à Aïda et Bruno qu'on est là. Chère Aïda, cher Bruno, je suis actuellement dans la tour Sinarmas. Pouvons-nous parler 5 minutes? Enquête 2.0. Et on garde le sourire pour le petit mensonge qui va suivre. Aïda n'est pas au bureau. Thank you, bye bye. Nous allons quand même insister auprès du conseiller rebelle. On vous l'a déjà dit, l'ancien numéro 2 de Greenpeace a monté sa boîte Transition, avec tout plein de chouettes clients. Sur son site, il a la gentillesse de préciser sa mission auprès d'APP. Nous contribuons à restaurer la confiance des clients d'APP. Confiant, nous lui proposons une interview. Mais c'est niette. Je ne suis pas le porte-parole du groupe et je n'ai ni le mandat ni la capacité de répondre au nom d'APP. Mais nous avons de la chance. À Paris, 8 semaines plus tard, une table ronde est annoncée. Son organisateur, Bruno Rebel. Et c'est pile poil notre sujet, les forêts de tourbières et les incendies en Indonésie. Il y a même des gens d'APP. Formidable. L'événement se tient au Palais Brognard, l'ancienne bourse de Paris. On est un peu en avance. Mais le consultant aussi. Entre son jus d'orange et sa collaboratrice en vert, nous tentons une approche. Bonjour, monsieur Rebel, Élise Lucet, Cache Investigation. Vous savez que ça fait des semaines qu'on veut vous interviewer, vous êtes au courant. Ah oui, vous devriez manger un chocolat. Je vais manger un chocolat, mais j'aime beaucoup ce que vous faites. Ouais, bah, ça tombe bien, voilà. formidable. Je trouve que c'est très bien comme complément du travail que font les ONG. Ouais. Vous savez que j'ai été pendant 10 ans responsable de Greenpeace. Personne ne peut l'ignorer, très franchement. En France et à l'international. Ouais. Et voilà, et maintenant je travaille sur un registre différent. Alors nous, voilà. si on veut vous poser des questions, c'est parce que vous êtes de fait le porte-parole d'APP. Et ça nous intéresse. Non, je ne suis pas du tout de fait le porte-parole d'APP. Comment ça, non? Je suis un prestataire. Ouais. Je fais du conseil en stratégie. Et en communication? Non. Oh si. Ah non, pas du tout. Alors attendez, sur votre site internet, vous écrivez que oui. votre agence intervient auprès des acteurs de la société civile pour que la réalité des engagements d'APP soit bien comprise. Oui, si c'est pas de la communication, surtout, ça moi je m'y connais pas. Moi je travaille surtout sur le fond des sujets. Vous êtes payé par APP, vous tweetez pour APP, vous parlez pour APP, mais vous n'êtes pas le porte-parole d'APP. Mais pas du tout. On se dit qu'en fait c'est super pour APP de pouvoir s'acheter Bruno Rebel et son image écolo, surtout quand on a des problèmes avec l'environnement. Non, mais d'abord, je ne vous autorise pas à dire que qui que ce soit se permet de m'acheter. D'accord? Alors attendez, vous ne m'ôterez pas de l'esprit que faire travailler l'ex numéro 2 de Greenpeace quand on a des problèmes avec l'environnement, c'est stratégique. Surtout que l'ex numéro de Greenpeace utilise effectivement son savoir-faire pour accompagner les entreprises à changer. Voilà. Mais moi, ma question, c'est APP, après avoir déforesté, maintenant, ils plantent des acacias dans les tourbières. Et de fait, vous savez, ça favorise les incendies puisque ça assèche les tourbières et ça favorise les incendies. En fait, c'est pas la plantation des acacias qui assèche les tourbières, vous savez. C'est la plantation tout court? C'est le fait de les assécher pour planter. Voilà. Oui, c'est la même chose, dit autrement. Mais au moins, monsieur Rebel vient de reconnaître que c'est un problème. Alors reprenons. Par exemple, quand un petit producteur, pour gagner 200 € par mois, s'il plante 2 hectares d'huile de palme, pour planter 2 hectares d'huile de palme, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la forêt primaire et il plante. Oui, mais il enlève comment la forêt primaire? Je sais pas, dites-le moi. Il met le feu. Donc en gros, vous êtes en train de me dire c'est de la faute des paysans, c'est pas de la faute d'APP? C'est ce que vous me dites? Écoutez-moi. Oui, si vous voulez bien. J'essaie de comprendre. Ce que je vous dis, c'est que quand un petit paysan met le feu comme ça, c'est pour sa survie, c'est pour, en tout cas pour son développement économique. Dans un pays où il n'y a pas de système de surveillance des feux, il est fort probable que ce feu s'étende très très largement. Ça veut dire que pour vous, les incendies sont dus plus aux petits paysans qu'à des grandes structures comme APP? Je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement qu'on est dans un pays où il est extrêmement difficile de contrôler les feux. Attendez, regardez notre carte, pardonnez-moi, mais... Non, parce qu'il faudrait... Les feux, en vert, les plantations d'APP, c'est indiscutable. Non, c'est tout à fait discutable, parce qu'il faudrait effectivement
mesurer le point d'entrée du feu. Vous ne pouvez pas la connaître, cette carte, en fait, parce qu'on l'a faite. Nous, c'est nous qui l'avons réalisée, cette carte. Prenez 5 minutes, monsieur Rebelle. Non, mais... La réalité des feux de forêt de 2015, madame Lucet, personne ne les nie. Et de leurs effets toxiques. Et de leurs effets toxiques. Personne ne les nie. Sur la population. Sur la population. Personne ne les nie. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire avancer les choses, vous voyez. C'est pas de faire du scandale, c'est pas de... On ne fait pas de scandale, monsieur. On a le sentiment que APP a du mal à reconnaître ses responsabilités. APP fait progresser le sujet, APP fait bouger, y compris le gouvernement indonésien sur ces sujets-là. Qu'APP soit parfait, non. Mais il n'y a pas beaucoup d'acteurs qui sont parfaits sur le sujet. Et l'important, c'est de voir comment les choses évoluent. Et moi, je pense effectivement que APP évolue dans le bon sens. Quand vous dites que APP n'est pas parfait, vous diriez que les problèmes de perfection sont où? Parce que vous allez parler des tourbières, je crois, aujourd'hui. Je vais devoir y aller, parce qu'il faut que je prépare mon intervention. Et vous allez parler des tourbières, on est d'accord? Et est-ce que vous acceptez qu'on se rencontre comme patron d'une agence qui travaille sur le développement durable, notamment pour APP? Oui, d'accord. Vous acceptez? Vous et moi, en tête à tête. Ah oui, non, mais avec des caméras, pour la télévision. Merci Bruno. Bientôt une vraie interview à votre bureau. Avant ça, en Indonésie, on a une dernière piste à explorer au cœur de l'empire forestier d'APP, au nord de Sumatra. Sous couvert d'anonymat, 2 militants nous emmènent dans une plantation où la multinationale ne respecterait pas la loi indonésienne. Une expédition sous les ordres de Mohamed. Donne-moi 2 piles. Le capitaine du bateau. Notre cap, c'est une péninsule, Kampar. Pourquoi on ne peut pas y aller par la route, juste en traversant la péninsule? Parce que les accès de la plantation où l'on va sont gardés par la sécurité. Donc c'est dangereux, voire impossible pour les activistes comme nous d'aller surveiller ce qui se passe par l'entrée officielle. Et c'est aussi très risqué pour les étrangers comme vous. D'ailleurs, dès la fin de l'interview, on doit planquer visage pâle et caméra dans la cabine. À l'horizon, d'énormes barges. Chargées ras la poupe de la même essence, de l'acacia. Des milliers et des milliers de troncs pour faire du papier et du carton. Ils proviennent des forêts industrielles implantées sur la péninsule. Nous allons remonter leur chemin jusqu'aux plantations d'APP. 80 km seulement, mais 11 heures de trajet. Bref, on vous explique. Akash, on voulait vraiment entrer sur les terres d'APP. Alors le capitaine a préparé son bateau pour la nuit. Il a mis 2 piles dans une lampe de poche. On a compris pourquoi il avait demandé 2 pieds. Alors on s'est dit qu'on ferait bien d'apprendre à piloter, au cas où. Le capitaine a dit d'accord, il a dit regarde où tu vas, puis il a dit rends-moi là-bas. On a vu un beau coucher de soleil, puis on a vu le noir pendant 4 heures, mais on n'a pas eu peur. On a vu un orage, mais on n'a pas eu peur. On s'est arrêté, on a cru qu'on était arrivé. Mais c'était pour passer la nuit dans un village. On a dormi 2 heures. On a repris un plus petit bateau avec un plus grand pilote. On s'est dit qu'il ressemblait à un acteur américain. On a cherché, mais on n'a pas trouvé. On a renavigué 2 heures, puis on a débarqué. Okay. Ça ressemblait à Jurassic Park. On voulait pas passer pour des chochottes. Je voudrais pas qu'on passe pour des chochottes. Mais en fait, il y avait énormément de moustiques. Il y a vraiment énormément de moustiques. Il faisait 40 degrés, on a marché une demi-heure. Il faisait 45 degrés. C'est impossible cette chaleur. On a fait une pause sous un bananier. On a traversé des fougères, on s'est perdu. Je suis perdu. On a traversé un canal. Ok. Bref, à Kash, on est entré sur les terres d'APP. Devant nous, une forêt de jeunes acacias. Et sous nos pieds, ce sol dont on vous a déjà parlé, cette tourbe qui s'embrase. Alors c'est ça de la tourbe? Oui, c'est de la tourbe. En Indonésie, les tourbières les plus profondes sont protégées par la loi. Quand elles dépassent 3 mètres, en théorie, il est interdit de planter. Pourtant,
APP cultiverait ici, avec un permis officiel, une tourbière dont l'exploitation devrait être interdite si la loi était appliquée. Heureusement, on a toujours avec nous une sonde pour mesurer la profondeur. À utiliser, c'est simple. Vous enfoncez la tige, vous la tournez, puis vous regardez quel type de terre ressort. À 4 mètres, on trouve encore de la tourbe. Donc c'est illégal. Oui. Selon la loi, c'est illégal, parce qu'ici, on dépasse les 3 mètres de profondeur. La plus grande partie de cette plantation est sur une tourbière très profonde. Alors, de retour à Jakarta, nous allons voir le gendarme national des tourbières, Nazir Fouad. Il a été chargé par le gouvernement de faire le ménage dans les plantations installées sur ces zones fragiles. Comment vous dites en français? Tourbière. 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 Nous lui montrons nos mesures réalisées sur les terres d'APP. Donc là, notre sonde, vous voyez, est à 4 mètres. 4 mètres. D'après la loi, ce n'est pas autorisé. Mais comment se fait-il alors qu'APP exploite toujours de telles plantations aujourd'hui? Par le passé, le gouvernement n'a pas été très attentif sur le terrain. Mais ça, c'est le passé. Aujourd'hui, on réalise que c'est une erreur. Donc le permis va leur être retiré? C'est l'option, oui. Annuler le permis. Parce que ce permis est illégal? Parce qu'il est illégal. Ça signifie donc que vous êtes prêt à retirer ces terres à APP? Oui. Alors retirez. C'est la décision que nous avons prise. On se donne 2 ans pour l'appliquer. Vous vous demandez sans doute pourquoi il faut absolument protéger ces tourbières profondes. La réponse, elle est là, dans l'étude d'une ONG consacrée à la zone que nous avons visitée. Ici, APP cultive 37 000 hectares de ces tourbières profondes, 4 fois la taille de Paris. Une exploitation à l'échelle industrielle qui provoque des dégâts considérables sur l'environnement. Des incendies, bien sûr, mais pas seulement. Le drainage des tourbières génère des émissions élevées de gaz à effet de serre. De plus, leur érosion provoquera des inondations. C'est inévitable. Forcément, on a hâte de retrouver à Paris le conseiller d'APP, Bruno Rebel. Il avait promis une interview à Élise. Est-ce que vous acceptez? Oui, j'accepte. Vous et moi, en tête-à-tête. Ce tête-à-tête n'aura jamais lieu. À la dernière minute, l'activiste reconverti a posé une petite condition. Je ne répondrai à aucune question qui fera référence de près ou de loin aux pratiques d'APP. Si on ne peut pas parler d'APP dans un entretien sur APP, eh ben, navré, monsieur Rebel, on annule. 2 mois plus tard, c'est APP en personne qui nous répond en français. En 2015, les feux de forêt ont été particulièrement dramatiques, du fait des conditions climatiques extrêmes liées à l'exacerbation du phénomène El Niño. C'est pas la faute à APP, c'est la faute à la météo et au réchauffement climatique. D'accord. Et sur l'exploitation intensive des tourbières? APP soutient les efforts nationaux pour protéger et restaurer les tourbières. Pour preuve, l'entreprise dit avoir supprimé 7000 hectares de plantations sur tourbières. Un petit pourcent seulement de son empire bâti sur ces terres fragiles. Voilà, c'est tout. Pas un mot sur les victimes et les malades du nuage de Sumatra. Mais la justice indonésienne a tranché. Grâce à l'enquête du professeur Saharjo, la multinationale vient d'être condamnée en appel à 5,3 millions d'euros de dommages et intérêts pour dégâts environnementaux. Avant de remballer cette enquête, des nouvelles des logos écolos. Nous avons restitué au PEFC nos certificats bidons. Mais, surprise,
Après notre interview, Romain a décroché son label pour une forêt domaniale qui ne lui appartient même pas. Dans les bois roumains, nous avons rendu à Dame Nature notre commode Brimness. Pendant ce temps-là, les autorités continuent d'enquêter sur les affaires du colosse Schweighofer. Enfin, un mot de notre journal intime. Avec ses 2 demandes en mariage, Marie partira-t-elle s'installer en Indonésie ou en Roumanie? Par discrétion, nous ne vous dirons pas quel prétendant notre journaliste a choisi. Pour une fois dans Cash, un peu de langue de bois.